J'ai choisi de venir à l'université de Mons pour sa proximité. Étant donné que j'habite dans la région, il était important pour moi d'avoir une université proche de là où j'habite. J'ai choisi aussi de venir à l'UMons pour sa réputation et pour celle de la faculté de traduction et d'interprétation, étant donné que j'ai envie de faire mes études dans ce domaine et que sa réputation est internationale. Globalement, l'accueil à l'université s'est super bien passé, ça a été très positif. On a eu des séances d'information, on a eu un rallye dans la ville qui nous a permis de découvrir la ville et de rencontrer des gens qui étaient dans la même faculté que nous. Et la fête de rentrée aussi était super bien, on a rencontré plein de gens et puis on a pu voir ce qui se passait un peu à l'université. L'université de Mons a connu une évolution absolument formidable. L'université s'est développée au cœur de la ville, ce qui est un privilège. Ce n'est pas comme à d'autres villes, je pense à Liège, où on est allé installer l'université loin du centre-ville. Il y a eu un développement architectural remarquable, une protection du patrimoine remarquable, mais sur le plan aussi de l'articulation économique. Si je prends Multitel, Matériaux Nova, les spin-offs, il y a vraiment une relation extrêmement forte entre la ville en tant que telle et l'université. Je trouve que c'est une chance pour des étudiants d'origine étrangère de venir étudier ici à l'UMons, parce que je trouve qu'il y a un enseignement de qualité qui nous est offert, mais aussi de pouvoir plus tard transmettre ce savoir-faire dans leur pays. Mon projet futur est de pouvoir faire profiter mes compétences informatiques que j'ai acquises ici, dans mon pays originaire, essayer de faire développer l'informatique, notamment au niveau des jeunes qui n'ont pas accès aux ressources, au matériel informatique, mais aussi de pouvoir créer ma propre entreprise. Pour moi, ce qui a été merveilleux, c'est en tout cas une université qui est intégrée dans une ville. Donc je veux dire que ça, c'était un superbe équilibre. Voilà, c'est évidemment une proximité avec le corps enseignant. Je pense qu'on n'était pas considéré comme un numéro, je crois que ce n'est pas toujours le cas, c'est toujours pas le cas aujourd'hui. Le Hainaut a quand même une population assez importante, donc avoir une université, c'est fondamental. Avoir une antenne comme ils ont à Charleroi, c'est aussi très important, notamment pour les familles, parce qu'on sait qu'un budget d'étudiants, ce n'est pas peu, donc pouvoir faire les études à proximité. Donc je crois que c'est une excellente chose, d'autant plus qu'il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui sont en train de pôles, qui sont en train de se développer, que ce soit dans la région de Mons, dans la région de Charleroi ou même de Tournai. Et donc il y a des demandes, et donc c'est bien d'avoir les universités proches. L'université de Mons, elle est importante pour le Hainaut et pour le cœur du Hainaut en particulier. Pourquoi? Parce que je pense qu'attirer des talents, d'abord garder les talents du territoire, au cœur du territoire, y faire ses études, c'est peut-être avoir envie de s'y ancrer par la suite. On part sur Bruxelles, peut-être que voilà, on fera sa vie par la suite sur Bruxelles. Donc déjà, dès le plus jeune âge, pouvoir garder les forces vives sur le territoire, pour moi, est essentiel. C'est essentiel aussi de pouvoir les mettre à disposition des entreprises qui viendront s'implanter chez nous, avec tout le panel qu'offre l'UMons. Mais c'est également une question d'image, d'attractivité, pour les investisseurs, et notamment étrangers, qui viennent s'implanter dans nos zonings, d'avoir des universités et une université de renom avec toutes les formations qui sont offertes sont importantes parce que vous avez là généralement des managers étrangers qui viennent avec femmes et enfants, mais dont ils savent qu'ils pourront trouver sur le territoire des études de haut niveau. C'est vrai qu'on a vu une évolution de l'offre ces dernières années. Il y a 10-20 ans, il y avait déjà des institutions universitaires, la structure était différente. Aujourd'hui, on a quelque chose de plus unis, hein. Il y a eu un rassemblement, une mise en commun de forces et on a un paysage qui est beaucoup plus attractif tant pour l'enseignement que pour la recherche. Donc, je pense que cette évolution est positive et c'est une évolution qui doit se poursuivre. J'espère, je souhaite avec d'autres que des accréditations supplémentaires pourront être octroyées, que des études qui ne sont pas possibles aujourd'hui à Mons pourront l'être demain, soit au niveau des baccalauréats, soit d'ailleurs des études plus complètes. Je pense qu'il y a une vraie nécessité. Quand on compare les chiffres d'accès à l'université des Hainaut par rapport aux autres provinces en Wallonie ou en Belgique, on voit qu'il reste un déficit dans notre région. Bon, si on veut pouvoir répondre à la crise de l'emploi qu'on connaît chez nous, on a besoin de formation et une université plus complète encore qu'aujourd'hui serait un atout. Mesdames et messieurs les ministres et parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs et leurs représentants, messieurs le bourgmestre,
Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie, Madame la secrétaire générale du FNRS, chers amis recteurs et directeurs présidents, chers présidents des universités françaises et leurs représentants qui nous ont fait le plaisir d'être là aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, que je salue en vos titres et qualités, chers collègues, chers étudiants. La rentrée académique, c'est un rendez-vous important que notre communauté universitaire affectionne particulièrement. Elle nous donne l'occasion de rencontrer nos amis et sympathisants. Votre présence nombreuse aujourd'hui nous conforte dans la considération et l'intérêt que vous portez à notre université. Au nom de l'UMONS, je vous en remercie. L'Université de Mons a choisi la francophonie et la défense des diversités culturelles pour thème de sa rentrée académique. Nous aurions dû avoir le plaisir dans quelques minutes d'accueillir Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie, afin de lui décerner le titre de docteur honoris causa de l'UMONS. Malheureusement, Madame Michaëlle Jean n'a pu être présente aujourd'hui parmi nous. Elle s'en excuse et adressera par vidéo dans quelques minutes un message à l'Assemblée. Elle viendra toutefois à Mons au cours de cette année académique pour y recevoir les insignes de notre institution. Madame Raja Essefiani, conseillère éducation et langue française de la secrétaire générale, nous a fait le plaisir de la remplacer au pied levé et interviendra dans quelques minutes dans le cadre d'une allocution portant sur la francophonie. Je la remercie pour sa présence parmi nous aujourd'hui. C'est le professeur Bernard Harmony, premier vice-recteur, qui présentera Madame Michaëlle Jean et qui commentera les raisons qui ont conduit notre conseil académique à lui attribuer notre plus haute distinction. Mesdames et messieurs, chers amis, le président de l'APSIM a pris conscience que les jeunes d'aujourd'hui éprouvaient, tout comme ceux de sa génération, une réelle passion à exercer le même métier que lui. Il a déclaré la main sur le cœur, je le cite, « Vu les risques pour la santé publique d'une limitation trop drastique du nombre de médecins, il serait absurde de sacrifier une génération de jeunes. » La ministre fédérale de la Santé a admis que le cadastre dynamique montre clairement une différence significative des pyramides d'âge de médecins en Flandre et en communauté française. Elle a assuré que même si les francophones avaient déjà utilisé le nombre d'attestations convenues il y a quelques années, le risque réel d'aggravation de la pénurie de médecins valait bien une révision sérieuse de ces quotas. Plusieurs directeurs d'hôpitaux viennent d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le nombre de médecins formés à l'étranger qu'ils étaient amenés à engager et que, s'ils le faisaient, c'était parce qu'ils ne parvenaient pas à en trouver suffisamment qui avaient été formés en Belgique. Ils ont assuré qu'il ne fallait pas y voir une quelconque analogie avec les plombiers polonais. Les recteurs des universités de la communauté française ont d'autre part réussi à s'accorder sur une carte blanche qui vient de paraître et dans laquelle ils dénoncent l'absurdité d'une limitation d'accès à la profession médicale compte tenu des risques de santé publique que cela implique. Le ministre de l'Enseignement supérieur a quant à lui assuré qu'il planchait, au sein d'une majorité sereine et unie, sur de nouvelles dispositions qui permettraient de fixer à l'avenir un filtre juste et adapté conduisant à la profession médicale. J'arrête ici, car vous l'avez compris, cela, c'est ce que j'aurais voulu pouvoir vous dire à l'occasion de cette rentrée. Toutes ces affirmations ne sont que fiction. Il n'y a pas eu de carte blanche de tous les recteurs. L'APSIM s'accroche à une logique à tout le moins protectionniste et les tensions communautaires rendent sans doute illusoire à court terme une quelconque révision des quotas. La réalité est donc tout autre. Un examen d'entrée très sélectif vient d'être mis en place par le décret médecine du 29 mars 2017. À l'Université de Mons, nous avons toujours été clairs à ce sujet. Nous appliquons cette disposition décrétale, mais nous ne l'approuvons pas. L'instauration d'un tel examen d'entrée est regrettable, surtout dans les circonstances dans lesquelles il a été décidé, à savoir en situation de pénurie médicale, présente et annoncée, et ce, sous la pression d'une ministre fédérale de la Santé, appuyant ses exigences sur la base d'un chantage aux attestations INAMI à délivrer aux étudiants en cours de cursus. Certains collègues me disent que de toute façon c'est fait et que l'essentiel n'est plus là. Je ne peux m'y résoudre. J'entame cette année ma 12e et dernière année de rectorat et j'ai pu constater à plusieurs reprises que la réalité décrétale d'aujourd'hui n'est pas nécessairement celle du lendemain. On aura d'ailleurs successivement essayé en médecine
un quota par institution en bachelier, un accès libre, un test obligatoire non contraignant, un concours en fin de première année et aujourd'hui un examen d'entrée très sélectif. L'UMONS regrette l'organisation de cet examen d'entrée dans un tel contexte, et ce pour 3 raisons simples. 1. La non prise en compte de la réalité des besoins médicaux. 2. La sélectivité sans doute inadaptée de cet examen. 3. Le risque de biais social qu'il représente. La limitation du nombre de médecins en communauté française ne se justifie pas sur une base objective. Une situation de pénurie est actuellement vécue dans certaines régions, notamment pour la médecine générale dans le Hainaut. Les délais chez certains médecins spécialistes deviennent de plus en plus longs. Un afflux de médecins formés à l'étranger est actuellement constaté, alors qu'une limitation stricte sera imposée à nos jeunes. Savez-vous qu'en 2015, 41% des numéros INAMI en Fédération Wallonie-Bruxelles ont été attribués à des médecins issus de l'étranger. D'autre part, la sélectivité de l'examen d'entrée mise en place va au-delà de l'objectif auquel on pourrait s'attendre pour un examen d'entrée, à savoir dissuader les étudiants qui ont très peu de chances de réussir ce cursus. Cet objectif est poursuivi depuis plusieurs années par l'examen d'entrée en sciences appliquées. Organisé dans cet état d'esprit, il présente un taux de réussite de l'ordre de 60%. Il en va tout autrement avec l'examen d'entrée en médecine. Il porte le même nom, mais ça n'a pas le même objectif. Avec un taux de réussite de l'ordre de 20%, le risque est réel d'exclure du système des étudiants qui avaient une chance réelle de finaliser leurs études. Le sort des étudiants reçus collés doit d'ailleurs nous interpeller. Il s'agit d'étudiants qui ont parfaitement réussi leur première année de médecine, mais qui, suite au concours organisé cette année en fin de première année, ne peuvent être admis en deuxième année. Ils sont plusieurs centaines dans ce cas, toutes universités confondues, à avoir acquis l'ensemble de leurs 60 crédits de première année. Ils ont dû présenter l'examen d'entrée pour avoir le droit, en cas de réussite, de continuer en deuxième année. Comment expliquer à ceux et celles qui ont raté cet examen d'entrée qu'ils ont raté l'examen censé évaluer leur chance de réussir une première année qu'ils ont déjà réussi? À Mons, en tout cas, nous n'arrivons pas à leur expliquer, si ce n'est en leur signalant qu'ils sont la preuve vivante que la sélectivité de l'examen d'entrée en médecine n'est pas strictement liée à leur chance de réussite, mais qu'elle a été calibrée pour s'adapter au nombre d'attestations que la ministre fédérale est prête à délivrer. Entendons-nous bien, mon propos ici n'est pas de critiquer les interrogateurs et les jurys qui ont mis en place cet examen d'entrée. J'ai pour eux le plus grand des respects et je ne doute pas qu'ils ont réalisé leur tâche avec application et honnêteté. Mais comme pas mal d'autres acteurs, moi y compris, ils sont placés dans des circonstances qui les conduisent à mettre en place, avec application et honnêteté, une véritable bêtise. D'autre part, une autre question se pose. Lorsque le seuil de sélectivité d'un examen d'entrée est de l'ordre de 20%, un bon étudiant du secondaire peut-il le réussir sans préparation spécifique supplémentaire? Quand il s'avère que la formation normale du secondaire risque de ne pas suffire, n'ouvre-t-on pas la porte à des formations privées qui ne sont pas accessibles à tous? Bien sûr, l'Université de Mons, comme les autres universités d'ailleurs, a mis en place des cours préparatoires que plus de 300 étudiants ont fréquentés. Mais cela est-il suffisant pour compenser un parcours dans certaines écoles secondaires moins performantes, ou des options mal pilotées par un milieu social moins favorisé, ou bien pour suppléer un capital culturel insuffisant? Alors qu'on entend un peu partout que l'ascenseur social est en panne, n'est-on pas en train de régresser en privilégiant un mode de sélection où il sera encore plus pénalisé qu'il ne l'est actuellement? Certains objectent qu'il est inutile de se plaindre, puisque cela fonctionne bien en Flandre depuis plus d'une dizaine d'années. Il ne vous aura quand même pas échappé que les réalités des deux communautés ne sont pas les mêmes. Et encore, faut-il savoir ce que signifie bien fonctionner. Si bien fonctionner signifie ignorer la réalité des besoins, mettre de côté le potentiel biais social et négliger le risque d'une sélection inadaptée, alors oui, nous sommes bien partis pour que cela fonctionne bien aussi chez nous, malheureusement. Toutes les universités ont certes comme commun dénominateur de s'appuyer sur des valeurs au nom desquelles elles agissent comme des acteurs sociaux. Mais peut-être est-on plus critique à l'Université de Mons par rapport à ces dispositions, parce que le rejet du biais social et le souci de l'égalité des chances font partie de l'ADN de notre institution. L'UMONS a inclus cet objectif dans sa feuille de route.
tout en privilégiant évidemment aussi les objectifs classiques de toute université, c'est-à-dire développer un potentiel scientifique reconnu internationalement et le mettre au service de sa région. L'UMONS, sous sa forme actuelle, existe depuis 2009. Il n'était pas couru d'avance que la greffe des institutions montoises entre elles allait prendre. Pourtant, après 8 années de fonctionnement, les membres de notre communauté universitaire peuvent légitimement éprouver un sentiment de fierté quand on voit le chemin parcouru. Quelques chiffres vaudront certainement plus qu'un long discours. Le nombre d'étudiants primo-inscrits approche cette année un record historique de 2000 nouveaux étudiants en première bachelier, et ce, malgré la limitation forcée du nombre d'inscrits dans la filière médecine. En 2008, ils étaient 1450. Le nombre de thèses de doctorat dépasse aujourd'hui le rythme d'une thèse par semaine, soit un doublement depuis 2008. Le rythme de nos publications internationales référencées est maintenant de l'ordre de 2 par jour, soit une augmentation de 20% depuis 8 ans. L'Université de Mons a aujourd'hui sur son payroll près de 1500 personnes et constitue l'un des plus gros employeurs de la région de Mons. Notre présence au niveau international s'est aussi affermie. Un diplômé sur 5 effectue aujourd'hui une mobilité de longue durée à l'étranger. Notre ouverture à l'international se concrétise par plus de 300 accords avec des universités étrangères. Des nouveaux cursus en anglais sont organisés par plusieurs de nos facultés. L'université a investi massivement dans ces bâtiments afin d'adapter ses infrastructures à la croissance qu'elle connaît. Sur la période 2010-2018, des constructions et des rénovations ont été réalisées ou sont sur le point d'être finalisées en grande partie sur fonds propres pour près de 30 millions d'euros. L'année 2018 connaîtra d'ailleurs plusieurs inaugurations. Il y aura dans le courant du premier semestre 2018 un nouveau bâtiment opérationnel sur le campus de la Plaine, le bâtiment Da Vinci, avec des salles de cours, des salles de détente pour les étudiants, ainsi que des bureaux pour la faculté des sciences et la faculté de traduction d'interprétation. Une crèche, à l'intention des enfants du personnel et des étudiants, y sera ouverte en février prochain. Pour la petite histoire, cette crèche, donc hébergée au sein de l'université, porte un nom qui devrait rassurer les parents souvent inquiets quant au potentiel de leur descendance. Elle s'appellera en effet la crèche des petits génies. La rénovation de plusieurs bâtiments de la place du Parc sera achevée en fin 2018. Il y aura un tout nouveau centre administratif destiné aux services en relation directe avec les étudiants, un théâtre des savoirs destiné aux activités culturelles et scientifiques orientées vers le grand public, ainsi que la nouvelle et tant attendue bibliothèque des sciences humaines. Notre offre de logement a également été adaptée grâce au partenariat que l'université a contracté avec le secteur privé. Nous avons inauguré cette année une nouvelle cité, la cité Mons-Epcot, ce qui porte notre capacité de logement à près de 850 chambres. Et last but not least, le feu vert vient d'être donné par notre conseil d'administration pour un nouveau bâtiment situé rue d'Avray et qui donnera fin 2019 à notre faculté d'architecture et d'urbanisme une infrastructure à la hauteur des talents qu'elle abrite. Sur le plan de l'évolution de nos formations, l'Université de Mons a toujours été soucieuse de développer une offre adaptée aux besoins de la région. Il faut cependant savoir que l'octroi de nouvelles habilitations est assez cadenassé au niveau des universités depuis plusieurs dizaines d'années. La principale raison avancée étant celle de ne pas créer de nouvelles concurrences entre les institutions. Depuis l'adoption du décret Marcourt et la création de l'ARES en 2013, un nouveau dispositif un peu plus souple a été mis en place et permet d'examiner le bien fondé de nouvelles demandes d'habilitation. C'est ainsi que cette année, nous avons pu démarrer un tout nouveau master en transition et innovation sociale. Il est le bienvenu, car l'UMONS ne disposait jusqu'ici que du premier cycle en sciences humaines et sociales. Ce master va permettre aux étudiants du bachelier en sciences humaines et sociales de trouver au sein de notre université un deuxième cycle original et adapté aux besoins d'une société en pleine évolution. Ce master s'adresse aussi à d'autres acteurs du secteur social formés en haute école. Il a d'ailleurs été organisé en codiplomation avec 4 autres partenaires, à savoir l'UCL Mons, la Haute École en Hainaut, la Haute École Condorcet, ainsi que la Haute École Louvain en Hainaut. Il me semble opportun de signaler ici que ce nouveau master n'aurait jamais pu être créé avec 5 partenaires sans la structure fédérative du pôle Hainouillet
mises en place par le décret Marcourt. À Charleroi, l'Université de Mons est associée à d'autres opérateurs d'enseignement et de formation, à savoir l'ULB, la Haute École Condorcet et l'Université ouverte. Les statuts du tout nouveau centre universitaire Zénopgramme viennent d'être adoptés et permettront de développer l'enseignement supérieur à Charleroi au sein donc de ce bâtiment Gramme qui va subir une rénovation profonde dans les 2 prochaines années. Dans un premier temps, l'UMONS va y transférer les formations qui sont déjà opérationnelles à Charleroi et n'oublions pas que près de 750 de nos étudiants fréquentent déjà notre site de Charleroi. D'autre part, avec nos partenaires de l'ULB, nous avons pour objectif d'activer les habilitations de premier cycle dont nous disposions déjà ensemble à Charleroi. Il ne s'agit donc pas à proprement parler de nouvelles habilitations, mais d'habilitations existantes en sciences appliquées, en sciences biologiques et en sciences humaines et sociales. Les 2 universités ont accepté de les partager, jouant ainsi la carte de la collaboration plutôt que celle de la concurrence. Soucieux d'offrir la meilleure employabilité possible à nos diplômés, nous avons démarré cette année le parcours 1G+, qui résulte d'une collaboration entre d'une part 2 de nos facultés, c'est-à-dire la faculté polytechnique et la faculté Ouaroquet de gestion et d'économie, et d'autre part la Haute École en Hainaut et la Haute École Condorcet. Il s'agit d'un nouveau parcours personnalisé qui permet aux étudiants qui sont inscrits au master en sciences de l'ingénieur industriel ou au master ingénieur civil, d'obtenir en 6 ans à la fois les titres d'ingénieur industriel ou ingénieur civil et d'ingénieur de gestion, soit finalement 2 diplômes qui sont très courtisés sur le marché du travail. Ces 3 exemples montrent que dans le cadre de partenariats très diversifiés, l'Université de Mons souhaite accompagner le développement de l'enseignement supérieur dans le Hainaut. L'UMONS n'a jamais caché ses intentions. Elle est implantée depuis près de 180 ans dans le Hainaut et revendique de participer à tout nouveau développement universitaire, en particulier pour le 1er et le 2e cycle. Elle le fait avec d'autant plus de conviction que près de 45% des jeunes du Hainaut qui choisissent aujourd'hui de démarrer leurs études universitaires le font à l'UMONS, malgré le fait que nous ne disposons que de la moitié des habilitations. Ils étaient environ 30% en 2008, avant la création de l'Université de Mons. Dans ce contexte, il me semble important de signaler qu'un décret sur la formation initiale des enseignants est en voie de finalisation. Ce décret va porter à 4 ans, puis 5 ans, la durée de formation des futurs instituteurs et professeurs de l'enseignement obligatoire. Il envisage une codiplomation entre haute école et université dès le départ du cursus en bachelier. La question des associations d'établissements reste un point du futur décret sur lequel les avis divergent encore. 2 logiques peuvent être suivies. Soit on poursuit sur la lancée des pôles mise en place par le décret Marcourt. Cette logique privilégie la proximité géographique dans laquelle on tire profit des habilitations existantes localement. C'est dans ce contexte que l'Université de Mons a fait une offre de collaboration et de codiplomation à toutes les institutions de l'enseignement supérieur en Hainaut, quel qu'en soit le réseau. Soit on suit une logique de liberté d'association avancée par certains. Il faut toutefois bien en convenir. L'argument de la liberté d'association a objectivement comme conséquence celle de poursuivre la polarisation de l'enseignement supérieur sur la base des réseaux. Et ce, quelles qu'en soient les implications en termes d'utilisation des moyens publics ou de nouvelles concurrences locales. Cette logique de liberté d'association, défendue par certaines institutions, ne reconnaît d'ailleurs aucun droit d'organisation sur ce plan au pouvoir qui pourtant les subsidie. C'est dans ces conditions que le gouvernement et puis le Parlement seront amenés à prendre prochainement leurs responsabilités. S'il choisit la 2e option, on pourrait alors se poser légitimement la question de savoir pourquoi une logique basée sur la non-concurrence et l'utilisation rationnelle des moyens est appliquée à géométrie variable. Elle serait écartée quand il s'agit de renforcer une bipolarisation de l'enseignement supérieur, en particulier dans le Hainaut, au risque d'y créer des doublons. Mais on y ferait référence lorsque de nouvelles habilitations sont demandées, en particulier par les universités incomplètes, pour combler certaines lacunes dans l'offre de formation.
à moins qu'un tel choix ne signifie le point de départ d'un détricotage du paysage de l'enseignement supérieur, patiemment mis en place par le décret Marcourt. Nous ne voulons pas y croire. L'enseignement supérieur mérite une organisation s'appuyant sur des principes rationnels et durables. Nous souhaitons de tout cœur que le virage pris par le décret Marcourt, par la création des pôles, ne soit pas abandonné. Il a conduit jusqu'ici dans le Hainaut, en quelques années à peine, à des collaborations efficaces entre institutions. Je peux citer par exemple le partage de ressources, tels que des logements d'étudiants par exemple, l'organisation en commun de cours préparatoires et de réorientation, le partage de cours de français langue étrangère à l'intention des étudiants internationaux, la valorisation d'acquis d'expérience en commun à l'intention par exemple du personnel de Caterpillar. La coopération entre certaines institutions de promotion sociale et l'Université de Mons pour faciliter l'accueil des migrants est aussi à mettre à l'actif des relations positives qui ont pu être développées dans une telle structure fédérative regroupant les forces vives de l'enseignement supérieur sur une base géographique. Bon nombre des actions mises en place par l'Université de Mons sont marquées par sa volonté d'agir socialement. L'UMONS est une université où la défense des diversités, quelle qu'elle soit sociale ou culturelle, apparaît en bonne place. C'est donc dans ce contexte que notre université a fait le choix cette année d'attribuer le titre de docteur honoris causa à Madame Michaëlle Jean, secrétaire générale de la francophonie. Outre le parcours remarquable de Madame Michaëlle Jean, l'université a voulu souligner l'action de la francophonie qui a fait de la diversité linguistique et de la diversité culturelle une priorité stratégique de son action. À cet égard, les langues représentent sans doute la manifestation la plus directe de la diversité culturelle. Connaissez-vous cette petite histoire à savourer à votre guise au premier ou au second degré? C'est en fait l'histoire d'un touriste allemand visitant notre belle Wallonie. Il souhaite demander son chemin et s'arrête près de deux passants qui attendent le bus. Il s'adresse d'abord à eux en allemand. Les deux passants le regardent en silence. Il passe au néerlandais. Ces deux interlocuteurs ne bougent pas. Il essaye alors en italien. Les deux autres demeurent impassibles. Une tentative en espagnol. Toujours pas de réponse. L'Allemand hoche la tête d'un air dépité et s'en va. Le premier Wallon dit alors à l'autre « Tu ne crois pas qu'on devrait quand même apprendre une langue étrangère ?»« Pourquoi ?» répond l'autre. « Ce type en connaissait 4 et ça ne lui a servi à rien. » Cette petite histoire serait probablement plus réaliste, mais sans doute moins cocasse, si plutôt que de mettre en scène nos deux braves Wallons, elle concernait deux citoyens du pays de l'oncle Sam, parce que eux sont forts de la rente de situation hégémonique de leur langue. Car l'anglais occupe une position privilégiée en tant que langue véhiculaire d'un monde transfiguré par la mondialisation et les technologies de l'information et de la communication. La mondialisation associée à cette hégémonie linguistique risque de conduire à une standardisation culturelle en uniformisant les comportements et les modes de vie. Et il faut bien admettre que dans ce monde globalisé où les opportunités de contact interculturels ont explosé, la diversité linguistique et de nombreuses formes de diversité culturelle sont en déclin. L'heure n'est toutefois pas au combat d'arrière-garde, car il faut être réaliste. L'anglais a pris aujourd'hui dans le monde la place de cet espéranto qu'au siècle dernier, certains avaient rêvé pour l'humanité tout entière. Dans le monde académique, l'anglais est devenu une langue universelle et incontournable pour exister en tant que chercheur, pour étendre son audience, pour contribuer à l'universalité du savoir, pour favoriser la mobilité internationale. Il n'empêche qu'il s'agit de sauvegarder nos différences culturelles et linguistiques et de ne pas négliger l'adhésion à notre culture spécifique. Notre langue française représente plus qu'une simple passion identitaire. Elle conserve en outre un rôle international et est utilisée dans bon nombre de pays dans le monde entier. À l'occasion de la mise à l'honneur de la secrétaire générale de la francophonie, c'est la défense des différentes formes de diversité que notre université a voulu souligner. Une défense cohérente et intelligente, comme la francophonie l'a envisagée dans sa sphère d'action, car elle préserve sa propre diversité, tout en respectant et en défendant celle des autres, et tout en multipliant des actions utiles vers une francophonie économique. Madame Essafiani vous en parlera tout à l'heure. L'enjeu de la diversité est de taille,
qu'elle soit culturelle ou autre, car c'est aussi l'enjeu de l'indépendance d'expression. L'enjeu de la diversité, c'est la capacité de vivre avec la différence, sans vouloir éliminer cette différence. Car quand on perd le droit d'être différent, on perd le privilège d'être libre. Tous les êtres humains sont égaux, c'est une déclaration bien connue. Mais en même temps, tous les êtres humains sont différents. C'est sur leur capacité à respecter et l'une et l'autre de ces deux déclarations que nos sociétés bâtiront ou non un avenir serein. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le recteur, chers collègues, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, il est désormais traditionnel que le personnel scientifique ait voix au chapitre tous les 2 ans lors de la rentrée académique. Il m'était particulièrement cher de faire le point sur la recherche en prenant comme source d'inspiration la devise qui tient à cœur à Madame la secrétaire générale, à savoir « briser les solitudes ». Impossible de ne pas aborder le statut de la langue française dans le contexte de cette rentrée académique, mettant à l'honneur l'Organisation internationale de la francophonie. La langue française est évidemment un moyen essentiel à la communication scientifique au sein du monde francophone. Elle permet aux chercheurs de mieux articuler leurs idées dans leur langue maternelle, mais aussi de faire rayonner la francophonie à travers les concepts et théories qu'ils forgent en français. Dans ce sens, il est primordial de ne pas céder à l'hégémonie de la langue anglaise, mais de garantir aux chercheurs le droit de s'exprimer dans la langue de leur choix. Il n'est pas question de bannir l'anglais des communications scientifiques, mais d'affirmer que toutes les langues ont leur place autour de la table de la recherche. Il s'agit donc d'unir les savoirs en promouvant le panachage linguistique caractéristique de la communauté des chercheurs. En outre, la langue, quelle qu'elle soit, ne peut être considérée uniquement comme moyen. Elle est aussi un objet d'étude à part entière. Pourtant, les langues et lettres et d'autres disciplines issues des sciences humaines sont généralement perçues comme le parent pauvre de la recherche. Ce discours est l'occasion d'insister sur la nécessité de combler la frontière factice qui sépare les sciences dures et les sciences humaines, que l'on qualifie injustement de sciences douces. Considérées isolément, ces études se retrouvent dénaturées de leur objectif et éveillent parfois peu d'intérêt auprès de la société. Par exemple, on ignore trop souvent que les découvertes en linguistique permettent d'affiner les connaissances dans des domaines aussi variés que la psychologie, la neurologie, la sociologie, les sciences cognitives, les sciences politiques, et j'en passe. Il est fondamental de briser la solitude dans laquelle la pensée commune enclave les sciences humaines et a fortiori les études de lettres. Car prisonnière de son isolement, la langue ne peut rien. Son essence réside dans le lien qu'elle entretient avec d'autres disciplines. Tout comme la recherche en linguistique, il est primordial de sortir le chercheur de sa solitude, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, cela n'est pas une surprise, la recherche est un métier sensiblement empreint de solitude et de précarité. Et croyez-moi, face à vous tous ce soir, je me sens bien seule. Les doctorants sont particulièrement vulnérables puisqu'ils sont pris au piège entre l'enthousiasme de la recherche et l'incertitude de leur carrière. Le corps scientifique de l'UMONS veille à rester à l'écoute de tous ces chercheurs et à faire respecter leurs droits. Le CORSI mène des actions de sensibilisation, notamment à travers un atelier de prévention contre l'épuisement professionnel, ainsi que des actions de protection du statut du chercheur, sans oublier des actions fédératrices, grâce notamment au parrainage des jeunes doctorants ou encore à son désormais célèbre Mardi des chercheurs. C'est dans la collaboration et dans l'échange que la recherche tire toute sa plus-value. Au sens figuré, les chercheurs ne font plus cavalier seuls. En témoignent notamment les nombreuses actions de recherche concertée qui assurent la collaboration entre différents services. Par exemple, le service de géologie fondamentale et appliquée s'est associé au service des systèmes d'information dans le but d'améliorer la gestion de données géologiques et de créer des modèles 3D. La faculté d'architecture et la faculté des sciences
on fait équipe pour mettre en place des paramètres capables de compacter les villes afin d'en réduire la consommation, tout en garantissant une excellente qualité de vie à leurs habitants. Enfin, pas moins de 4 services différents ont travaillé main dans la main pour étudier les protéines adhésives produites par les étoiles de mer, dont les caractéristiques pourraient être utiles en médecine. Quoi qu'il en soit, il s'agit de collaborations hautes en couleurs. Et en parlant de couleurs, celles de l'UMONS sont également présentes sur la scène internationale. Dans le cadre des actions menées par l'Agence universitaire de la francophonie, des chercheurs de l'UMONS ont eu la chance de donner des cours en français à l'étranger, à l'université de Hanoï notamment. En outre, une cinquantaine de thèses financées par l'UMONS sont réalisées en co-tutelle avec de nombreuses universités étrangères. Pour ne citer que quelques exemples, notre institution tisse des liens avec l'École nationale polytechnique d'Alger, l'Université de Douala au Cameroun, l'Université de La Havane, l'Université de Sherbrooke au Canada ou encore l'Institut de technologie tropicale du Vietnam. Tout cela sans compter les thèses dirigées en co-tutelle avec l'UMONS mais financées par des universités étrangères. Enfin, briser les solitudes, c'est aussi rompre le silence, briser les tabous, car la solitude ne touche pas uniquement le chercheur, elle touche aussi la chercheuse. Celle-ci se retrouve dans une situation d'autant plus précaire que le chercheur, dans l'accomplissement de son projet de thèse et dans l'accès à l'emploi. Difficile pour elle d'emmener son compagnon pour un long séjour à l'étranger ou de planifier une grossesse sans crainte de l'avenir. Les femmes sont d'ailleurs nombreuses à quitter le milieu académique après leur soutenance de thèse. Dans un souci de transparence et de progrès, le groupe genre de l'UMONS établit chaque année un rapport prenant le pouls de l'égalité homme-femme au sein de notre institution, permettant ainsi de pointer du doigt les disparités et d'ouvrir la voie aux solutions. La recherche est l'histoire de tous et toutes, et le groupe genre est à la fois notre allié contre le plafond de verre et notre garde-fou face aux inégalités. Pour conclure, notre université a toutes les armes pour briser les solitudes qui entravent le domaine de la recherche. D'abord, elle se veut rassurante face à la précarité des chercheurs en tant que personnes, en contribuant à améliorer leur statut. Ensuite, elle encourage les services et facultés à coopérer, sortant ainsi les disciplines de leur isolement. Enfin, elle comprend que l'équilibre homme-femme est un combat quotidien en faisant la chasse aux inégalités. Il existe un vieux proverbe arabe qui dit « Qui comprend l'humanité recherche la solitude ». Au regard des enjeux et des accomplissements que connaît notre université, je dirais plutôt « Qui comprend la solitude recherche l'humanité ». Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une belle rentrée académique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers étudiants, chers amis, bonjour à tous. Je m'appelle Mouradou Ahmed et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le discours des étudiants en tant que représentant de l'Orée-UMONS, le conseil étudiant de l'université. L'exercice de parole que je pratique actuellement, malgré le fait qu'il ne soit pas nouveau pour moi, entraîne comme toujours le même sentiment enivrant que je m'efforce de contenir. Celui de vouloir profiter de l'occasion qui m'est donnée ici afin de m'exprimer pour me réjouir de la situation de notre enseignement et du monde dans lequel nous vivons. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. J'éviterai donc d'être le simple amuseur de la galerie pour plutôt profiter de la présence de très nombreuses femmes et hommes politiques ou autres qui ont entre les mains, ou du moins nous leur souhaitons, la possibilité d'influer sur le sort de notre nation. Une boutade parmi tant d'autres quand on voit la violence que certains dirigeants emploient à l'égard de la démocratie dans certains pays comme en Espagne. Quand il s'agit parfois simplement de pouvoir laisser au peuple le choix de ses dirigeants, et ce, y compris dans des nations qui sont censées simplement défendre ces lignes directrices. Malgré la brillance qui marque l'absence, permettez-moi de reprendre l'une des citations extraites d'une des très nombreuses interventions de Madame Michaëlle Jean.
Celle-ci disait « Savoir d'où l'on vient et se situer dans le prolongement d'une histoire est essentiel. » Fermez les guillemets. Il en va de notre capacité à nous engager, à faire de notre parcours un parcours qui marque, autant du point de vue de nos réussites que des échecs qui les y ont conduits. Il est essentiel, non pas simplement de se situer dans le prolongement de notre histoire, mais d'y laisser une trace, afin de devenir, nous aussi, acteurs d'une institution, d'un mouvement, ou simplement défenseurs d'une ligne politique qui aurait pour objectif le bien commun. Mais pour ce faire, il faut pouvoir se doter des outils et des espaces qui nous permettent, au pire des cas, simplement de nous y intégrer, au meilleur des cas, nous permettent simplement aussi d'y construire des ponts. C'est pour cela que nous nous engageons en tant que représentants étudiants ici à Lumons ou ailleurs. Pourtant, ce ne sont pas les langues et les mots qui la composent, qui définissent les échanges et qui construisent à eux seuls ces rapports. Il y a un intérêt à multiplier les lieux qui le permettent, ces endroits où chacun d'entre nous pourrions être en mesure d'être entendus, mais surtout des espaces qui nous serions, ou pour lesquels nous serions aussi en mesure d'entendre. Aujourd'hui, ce sont des associations et des organisations qui déclinent face à l'absence de structures durables et de moyens solides proposés par les pouvoirs publics et institutionnels. Car l'expression ne passe pas obligatoirement par l'usage d'une langue, celle-ci s'exprime aussi au travers de coutumes ou de folklore. Alors, quand dans la ville du Doudou, on voit se mourir peu à peu la ferveur non plus du dragon, mais plutôt des étudiants qui souhaitent pouvoir s'exprimer ou simplement fêter la vie toute l'année, quand on voit les promesses dictées mais jamais respectées, que celles-ci concernent la mise à disposition d'une salle des fêtes ou simplement la considération d'un public étudiant fortement présent dans la ville, où va-t-on simplement? Vivre ensemble implique aussi que l'on ait de la considération pour l'autre. Or, sur de nombreux points, le fossé semble parfois se creuser irrémédiablement entre une population jeune qui s'estime incomprise et une population plus âgée qui semble refuser à ses cadets la possibilité de s'enivrer eux aussi d'un monde dans lequel ils aimeraient être de plus grands acteurs. Or, quels sont les projets développés au profit de la jeunesse? Que ferons-nous de ces réflexions sans queue ni tête qui se succèdent? De ces ambitieux projets mis en place à coups de millions, mais qui n'intègrent tout simplement pas les jeunes et leurs idées? Il y a de quoi se poser des questions légitimes sur notre capacité à apprécier ou non le caractère réfléchi de certaines des actions et des choix de nos politiques. Pourtant, comme le disait Gabin, quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Sur cet aspect, nous aurions souhaité, nous représentants estudiantins, que certains tendent le creux de l'oreille plutôt qu'ils tendent la paume de la main. Et quand on parle de chiffres, ceux qui concernent l'environnement médical ont tendance, quand on prend la peine de les analyser, à faire froid dans le dos. Mais ne nous y penchons pas trop, car si on prend conscience de la situation, nous serions bientôt en mesure plus de vous recevoir dans la journée pour corriger la situation au sein de nos hôpitaux. Une situation folle qui, au-delà du caractère inégalitaire des sélections comme celle organisée cette année à l'entrée des études en médecine et dentisterie, a tendance à accroître les inégalités sociales existantes. Quand les prédictions nous annoncent que d'ici 2026, nous aurons remplacé moins de la moitié de nos médecins partant à la pension, alors que ce chiffre s'élèvera à 150% en Flandre, que les quotas minimaux en médecine générale finiront par ne plus être atteints, que les besoins de la population wallonne finiront par être mis en péril, il sera à un moment peut-être temps de nous demander si c'est cette vision de la politique, de l'enseignement et de la société que nous viendrions à défendre. Et lorsque nos étudiants, tout simplement soucieux du monde dans lequel souhaite les conduire Madame de Bloch, essayent de défendre leurs droits, ceux-ci sont mis à l'amende par les forces de l'ordre, se rappellent d'une ministre qui n'en est pas à ses débuts lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ahurissantes. Madame Michaëlle Jean demandait dans l'une de ses interventions à Liège à ce que la jeunesse francophone passe à la résistance. Je la rejoins sur ce point. Quel meilleur endroit pour le réclamer qu'un lieu comme celui-ci, où l'âge moyen de l'assistance, sans vous faire offense bien évidemment, est assez élevé. Faites en sorte, simplement, que votre jeunesse ne joue pas le même jeu que vous. Ne les contraignez pas à subir des décisions qui n'auront aucun impact sur vous aujourd'hui, mais qui, en définitive, finiront par nous impacter, nous, cette jeunesse. À l'avenir aussi de notre société, elle qui en appelle toujours à beaucoup plus d'engagement. Car nous ne l'aurons pas. L'intensité de la folie d'un sot se trouve souvent dans l'expérience que celui-ci a acquise avec l'âge.
Alors qui sommes-nous si nous ne considérons pas notre prochain et l'environnement tout simple dans lequel nous vivons, ou simplement dans l'environnement sur lequel nous souhaitons évoluer? Lorsque nous sommes spectateurs de certaines puissances étatiques qui finiront par nous conduire à la ruine, de leurs dirigeants qui usent de Twitter comme d'une tribune pour leur politique chaotique, et pour d'autres qui préfèrent les échanges avec des régions corrompues et autoritaires, auprès desquelles, lorsqu'il y a un échange de bons procédés, on omet d'en connaître les impacts. Là où la jeunesse devrait être de droit et devrait jouer son rôle, celle-ci se refuse à penser l'avenir, victime sans doute insouciante, du peu de place qu'on lui accorde. On m'a toujours conseillé de dire ce que je pense lorsque j'en ai l'opportunité. Même si Desproges disait « il vaut mieux se taire et passer pour un abruti », plutôt que de parler, de ne laisser aucun doute sur le sujet. Vous retiendrez que j'ai usé du terme abruti pour ne pas user du terme que Desproges lui-même utilisait. Je serais plutôt d'avis de dire que peu importe la fonction occupée, c'est avec un espoir sincère et profond que nous attendons de l'homme qui se cache derrière, qu'il dise lorsque les choses lui plaisent ou non. Je souhaiterais à présent clôturer mon intervention par des remerciements, une fois n'est pas coutume. Je souhaiterais, au nom du Conseil étudiant, remercier notre recteur, M. Calogero-Conti. Nous assisterons cette année à la dernière année de son très long rectorat. Lors de mon discours de rentrée précédent, je mettais en avant la résistance et l'insistance de certains représentants qui aiment faire de vieux os. Ici, je mettrai plutôt en avant l'intérêt qu'il y a à s'asseoir à la table, aux côtés de personnes pour qui le bien commun est un réel objectif. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente nouvelle année académique, empreinte, je l'espère, non plus à de très nombreux défis, mais plutôt à la concrétisation de vos rêves. Merci à tous. Ce qui est frappant quand on voit l'UMONS évoluer, quand on la voit se développer, c'est l'incroyable dynamisme, c'est la jeunesse, c'est l'ouverture d'esprit. On sait que les universités sont un peu des vieilles dames respectables, parfois un peu conservatrices, et on ne ressent pas du tout ça à l'UMONS. Au contraire, il y a un peu un esprit start-up. On est jeune, on a des nouvelles envies, il y a du désir, il y a la volonté de briser un peu les habitudes, les frontières, d'aller à la conquête de territoires que d'autres n'ont pas encore pris. Et cet état d'esprit-là, il est vraiment très enthousiasmant et je pense qu'en plus, il correspond parfaitement à l'état d'esprit de Charleroi, qui est une ville, elle aussi, nouvelle, dynamique, très entreprenante, très multiculturelle. Donc c'est une rencontre d'état d'esprit, d'affinité élective qui me paraît vraiment évidente. J'ai choisi Rome parce que c'est une ville qui a beaucoup d'histoire, beaucoup d'architecture ancienne, beaucoup de musées. Et c'est vrai que j'adore les musées, j'adore tout ce qui touche à l'art et donc je suis partie là-bas. J'aimerais bien travailler dans un cabinet international. Et donc avoir fait un séjour Erasmus, avoir fait une autre langue, peut me permettre d'ouvrir des portes. En tant qu'étudiante de l'UMONS, je pense que faire cet Erasmus était vraiment une bonne opportunité. Ça m'a permis de m'ouvrir, de voir une autre culture, une autre architecture, et je pense que c'est un plus pour ma future vie professionnelle. La proximité qu'on a, notamment via nos directeurs scientifiques avec l'université, cette proximité fait que on donne la possibilité à nombreux étudiants de venir faire des stages ou des travaux de fin d'études ou des thèses au sein de notre centre. Ce qui est un avantage pour l'université et l'étudiant, mais un grand avantage pour nous et nos industriels, clients industriels également, puisqu'on peut en quelque sorte tester les étudiants, travailler avec les étudiants et parfois même être un réel tremplin pour certains étudiants qui peuvent après se retrouver via Maternova en contact avec des industriels et faire une belle carrière industrielle par la suite. On a développé sur base de caméras digitales à haute vitesse, donc des caméras scientifiques et techniques. On a développé un système de ralenti temps réel pour la télévision sportive. Et donc, ce sont des caméras qui sont utilisées globalement pour tout ce qui est sport premium, donc les plus gros packages de sport sur la planète. Je suis également aux premières lignes pour remarquer tout ce qui a été fait durant ces dernières années par l'UMONS pour venir vers les entreprises. Donc, on a directement la possibilité de jauger les étudiants avant même qu'ils puissent sortir des études. Et d'ailleurs, on en a engagé 2 il n'y a pas très longtemps.
qui venait juste de sortir de Lumons, avec par exemple un gars qui a fait son TFE chez nous, et on a directement pu mettre en place son algorithme dans nos produits. Il a eu ces algorithmes qui se sont répercutés dans les caméras de TV Globo au Brésil. Je crois que c'est quand même pas mal à noter. Les cours que j'ai vus sur le site web de Lumons, ça m'intéressait vraiment beaucoup pour continuer mes études que je suivrai au Mexique. C'est une opportunité claire de pouvoir venir ici étudier à Lumons, aussi vivre à Lumons. Je trouve que l'université a un très haut niveau dans le domaine professionnel et aussi l'opportunité de pouvoir vivre à la ville de Mons. Ça me donne la chance de pouvoir y aller à plusieurs endroits qui sont aussi culturels et profiter de l'Europe aussi. Les plats, je pense que c'est les mitrailles. Les frites, les frites sont bons avec la sauce samouraï. Il y a finalement une véritable communion qui s'installe entre la vie estudiantine que suscite la présence de Lumons et tout ce que la ville peut offrir en termes de facilité de séjour, de plaisir et aussi d'accès à la connaissance. Je crois qu'on peut vraiment parler d'une communion entre cet esprit, entre cette époque merveilleuse qu'est la vie d'un étudiant, la période durant laquelle il fait ses études et la ville qui l'accueille. C'est un lien qu'on n'arrive pas facilement à dénouer. Les étudiants venus à Mons aimeront toujours la ville de Mons. Et la ville de Mons sera toujours gratifiante vis-à-vis de tous ces étudiants. Si je devais résumer mon expérience ici à Waroké en quelques mots, ce serait encore une fois émotion. C'est toujours être ensemble, de la collaboration, de l'apprentissage. C'était vraiment 5 des plus belles années de ma vie pour l'instant. Monsieur le recteur, mesdames, messieurs les distingués invités de l'Université de Mons, en vos qualités, titres et fonctions, chers collègues, chères collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, mesdames, messieurs. Souvent déjà, par le passé, notre université, dans le choix de ses docteurs honoris causa, s'est illustrée par son éclectisme. On se souvient de cet après-midi, naguère, où furent honorés une spécialiste de la maladie d'Alzheimer, un chercheur en matériaux nouveaux et un sociologue du travail. On se rappelle, non sans émotion, cette soirée où furent décernés les insignes à une chorégraphe célèbre, à un très populaire chanteur de variété, à une actrice de renom et à un romancier cinéaste. Bref, c'est souvent sur fond de polyphonie des expertises et de diversité des parcours de vie que se dispensent nos honneurs académiques. Nul dès lors, en notre bonne ville de Mons, ne se sera étonné d'entendre nos vieilles façades se renvoyer les échos de supputations anticipant notre célébration de ce jour. Il paraît que le 4 octobre, ils honoreront notamment une personne qui fut chef d'État. Il se murmure, en ces temps d'exil et de refuge refusé, qu'une personnalité ayant enfant connu les rigueurs de l'expatriation serait elle aussi mise à l'honneur. On dit qu'une célèbre journaliste d'outre-Atlantique fera partie de la promotion. On prétend que le Conseil académique a voulu également distinguer le responsable d'une grande institution internationale. Belle brochette de docteur honoris causa, s'il en est. Les rumeurs que se renvoient nos augustes vieilles pierres et nos bons vieux pavés, pour une fois, disent le vrai. De fait, tous ces profils sont bien à l'ordre du jour. Pourtant, je n'ai vu apprêter qu'une seule médaille, qu'une seule épitoge, qu'un seul diplôme de docteur honoris causa. Nos collaborateurs, d'ordinaire, si zélés, auraient-ils pour une fois
péché par distraction, ou pire, par manque de prévoyance coupable, en ne préparant pas suffisamment d'insignes à dispenser pour un tel bouquet de talents? Mais non, bien sûr, monsieur le recteur, mon cher Calogero, ce doute ne peut nous atteindre car nous avons trop bien, vous et moi, la qualité humaine et professionnelle des équipes qui, depuis 2009, nous soutiennent avec tant de constance dans l'efficacité. La machinerie parfaitement rodée de l'UMONS, nous en sommes sûrs, nous soutient et nous accompagnera avec professionnalisme dans notre 9e et dernière année de mandature conjointe, comme elle l'a fait durant les 8 précédentes et comme elle continuera de le faire pour l'UMONS de demain et à très long terme. Mais je m'égare. Et donc, s'il n'est prévu aujourd'hui de décerner qu'un seul doctorat honoris causa, c'est parce que toutes les caractéristiques et qualités précédemment évoquées sont en fait étonnamment réunies en une seule et même personne, Madame Michaëlle Jean. Permettez-moi, Monsieur le Recteur, pour présenter Michaëlle Jean, d'y référer d'abord en tant que notre collègue. Linguiste de formation, elle a enseigné l'italien au département de littératures et langues modernes de l'Université de Montréal. C'est là que, étudiante, elle avait obtenu un baccalauréat suivi d'une maîtrise en littérature comparée, non sans avoir fréquenté les universités de Pérouse, Florence et Milan, qui lui ont permis de parfaire sa formation et d'affermir sa maîtrise des 5 langues qu'elle parle aujourd'hui couramment et très efficacement, au contraire de certains touristes allemands précités dans la cérémonie d'aujourd'hui. Sa carrière académique la conduira plus tard à la présidence du conseil d'administration de l'Institut québécois des hautes écoles internationales, à celle de l'Université Laval et finalement au poste très convoité et respecté de chancelière de l'Université d'Ottawa. En dehors cependant des cercles universitaires et autres cénacles académiques, Michaëlle Jean jouit outre-Atlantique d'une considérable notoriété en tant que journaliste. Animatrice et réalisatrice dès la fin des années 80, elle contribuera au Canada à nombre d'émissions d'actualité. Après avoir reçu la responsabilité de chef d'antenne pour plusieurs émissions de la télévision de Radio-Canada et du réseau de l'information, elle apportera sa contribution au journal RDI et à divers programmes, dont déjà Horizon francophone. Animatrice du téléjournal de Radio-Canada, elle développera ultérieurement sa propre émission, Michaëlle, qui lui permettra d'intervenir pour rencontrer un très large éventail de personnalités de haut rang. Ses activités journalistiques lui ont valu, outre une considérable popularité, de nombreux prix et distinctions. En août 2005, cependant, la carrière de Michaëlle Jean va connaître un tournant majeur. À ce moment, en effet, Paul Martin, Premier ministre canadien, révèle la perspective de son accès au poste de gouverneur général du Canada. Après avoir, comme il se doit, rencontré la famille royale britannique en son château de Balmoral, la professeure Jean, la journaliste Michaëlle, devient, le 27 septembre 2005, la très honorable Michaëlle Jean, vice-reine, gouverneur général du Canada. Durant toutes les années de ce mandat, elle ne cessera de rechercher les solidarités, de favoriser les liens entre les communautés ethniques, linguistiques, culturelles, de genre. Très remarquée aussi fut son attention particulière à la cause des enfants. Les enfants dont la gouverneure générale disait à l'occasion de l'ouverture officielle de la Third International Conference on Children Exposed to Domestic Violence, je cite, « Nos enfants ne peuvent faire entendre leur voix dans le discours public, sauf celle qu'on leur prête. Alors, tant pour leur bien que pour le nôtre, parlons haut et fort et souvent jusqu'à ce que la violence soit éliminée. » Dès sa jeunesse déjà, Michaëlle Jean avait témoigné une indéfectible attention à la cause des plus fragiles. Durant ses études, elle a ainsi très significativement œuvré au développement d'un vaste réseau visant à la mise en œuvre de structures d'accueil d'urgence destinées à l'hébergement des femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants. Plus tard, son mandat de gouverneur général l'a vu sans ménager ses efforts multiplier les initiatives en faveur des moins favorisés.
Ces actions déterminées ont débouché d'ailleurs sur la création de la Fondation Michaël Jean, qu'elle a développée avec son conjoint, le philosophe essayiste et cinéaste Jean-Daniel Lafont. Au programme de cette fondation figurent notamment l'intégration des réfugiés, le combat contre l'exclusion et l'extrémisme, la lutte pour la justice, l'appui aux communautés noires, etc. Organisme de bienfaisance nationale du Canada, la Fondation, par sa méthode d'intervention originale centrée sur l'impact collectif des arts, veut permettre aux jeunes défavorisés de changer leur vie et leur environnement collectif en prenant appui sur leur créativité personnelle, car les jeunes, dit Michaël Jean, sont l'une des ressources les plus précieuses. Si on leur en donne l'occasion, ils expriment leurs idées, leur créativité, leur capacité à innover, qui toutes ont le pouvoir de transformer notre société. Fin de citation. Michaël Jean, qui est né à Port-au-Prince, n'a pas oublié ses racines haïtiennes. Enfant, forcé de fuir avec sa famille le régime de Duvalier, elle a connu la fracture de l'émigration et la douleur du déracinement. Elle s'est en permanence montrée très attentive au sort de sa terre natale. Dès après le terrible séisme de janvier 2010, elle s'est ainsi associée, encore en tant que gouverneur général du Canada, à nombre d'initiatives concrètes et d'appels populaires à la générosité en faveur d'Haïti. Dès octobre 2010, une fois son mandat achevé, c'est en tant qu'envoyée spéciale de l'UNESCO en Haïti qu'elle s'est employée au recueil de fonds pour la reconstruction du patrimoine culturel et le développement de l'éducation en Haïti. Là, on l'a vu marcher dans les décombres, parler aux Haïtiens leur créole, apporter sa compassion agissante aux plus désemparés et insuffler sa force aux plus démunis en leur disant, je cite, « Les Haïtiennes portent leur pays sur leur tête et son avenir dans leur ventre. » La nuance, le feu et l'eau. Ce sont là les termes que, jadis, énonça Michaël Jean lors d'une interview où il lui était demandé de se décrire en 3 mots. La nuance, parce qu'elle est nécessaire pour comprendre. Le feu, révéla-t-elle alors, car sa nature profonde est impatiente et intense. L'eau, poursuivit-elle, parce qu'elle est réparatrice et apaisante. Briser les solitudes, notre représentante du personnel scientifique a épinglé cette citation. Briser les solitudes, telle est la devise que la femme de cœur et de conviction qu'est Michaël Jean a fait inscrire dans ses armoiries de gouverneur du Canada. Elle y a aussi intégré de Simbi, ces espèces de sirènes, ces esprits des eaux qui, dans la tradition haïtienne, purifient les marais, apaisent les âmes, développent la sagesse et suscitent la clairvoyance. Détentrice déjà de nombreuses distinctions et décorations qu'il serait impossible de citer ici, Madame Jean fut élevée en 2011 par la République française à la dignité de Grand Croix dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. En guise de reconnaissance, je cite, de sa conscience aiguë des droits et libertés qu'elle défend sur tous les fronts, son profond sens de la solidarité, son courage indéfectible pour combattre les injustices de ce monde. Fin de citation. Mais l'actualité de la personne que nous avons projeté d'honorer aujourd'hui, Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs, est autre. On l'a dit déjà, et vous le savez. Si en effet la femme de médias s'était mutée par son accession au gouvernorat canadien en femme d'État, c'est aujourd'hui en femme d'État, mais avec S, en femme d'État, mais au pluriel, que l'Organisation internationale de la francophonie l'a fait connaître à la communauté mondiale des francophones. Élue par consensus le 30 novembre 2014, lors du 15e sommet de la francophonie tenu à Dakar, Madame Jean préside en effet aujourd'hui aux destinées de l'OIF en qualité de secrétaire générale de la francophonie, mandat dans lequel elle a succédé au prestigieux égyptien Boutros Boutros-Ghali et sénégalais le président Abdou Diouf. Clé de voûte du dispositif institutionnel de la francophonie,
ainsi que la désigne la charte. Madame Jean incarne ainsi la gouvernance de l'espace multilatéral francophone en œuvrant à l'articulation du pouvoir d'initiative politique aux actions de coopération. La francophonie que promeut Michaël Jean est une francophonie de solidarité, une francophonie soucieuse de la promotion des femmes, une francophonie qui mise sur la jeunesse, une francophonie de partage, une francophonie qui se veut pour la masse, créatrice de bien-être individuel, une francophonie efficiente qui se donne les moyens de sa politique en développant les instruments concrets d'un vivre ensemble pacifié par-delà les fractures identitaires et la désespérance. Une francophonie, Monsieur le Recteur, tout entière dédiée au service des valeurs mêmes que, depuis sa création, notre université s'est mise en devoir de promouvoir. Mesdames, Messieurs, les derniers grains de sable comptant le temps qui m'était alloué pour vous présenter Madame Michaël Jean ont depuis longtemps déjà rejoint le fond du sablier. Il me faut donc m'arrêter ici. Pourtant, je n'ai dit que si peu d'une personne plurielle aux expertises si multiples, à la vie si dense, si généreuse et si exemplaire. Puisse l'incomplétude de ma présentation susciter en vous le désir d'en savoir plus sur cette personne d'exception. J'espère en tout cas, Monsieur le Recteur, avoir fait au moins entreapercevoir à mon auditoire les éléments de raison et de cœur qui ont conduit notre communauté académique à vouloir décerner à Madame Michaël Jean le grade de docteur honoris causa de l'Université de Mons. Tous, nous attendons avec impatience sa venue prochaine, qui nous sera l'occasion de l'entendre et d'échanger avec elle, et qui vous permettra, Monsieur le Recteur, de lui remettre les insignes disant sa désormais irréfragable appartenance à notre université. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le recteur de l'Université de Mons, cher Monsieur Conti, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants du corps professoral, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants de la ville et de la région, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, loin des yeux, loin du cœur, dit le proverbe, eh bien, permettez-moi de démentir catégoriquement cet adage, parce que même si des raisons indépendantes de ma volonté me retiennent loin de Mons, mon cœur, lui, est avec vous. Et c'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en décidant de m'attribuer un doctorat honoris causa de l'Université de Mons. Je suis d'autant plus sensible à cet honneur que les valeurs portées par votre université rejoignent celles de la francophonie. Je pense notamment à votre volonté d'un enseignement de qualité, accessible à toutes et à tous. C'est aussi ce qui mobilise la francophonie, parce que investir dans l'éducation, c'est investir dans la stabilité mondiale, c'est investir dans la prospérité mondiale. C'est opposer l'espoir à la détresse, au désenchantement, à la frustration, à la colère de ces dizaines de millions de jeunes sans emploi, sans perspective d'avenir, qui, pour certains, vont jusqu'à affronter la mort sur des embarcations d'infortune pour réaliser leur rêve d'une vie meilleure, tandis que d'autres sont entraînés par des groupes criminels dans la spirale mortifère de la radicalisation violente. Eh bien, la francophonie en a tiré toutes les conséquences, en mobilisant stratégiquement toutes ses expertises, tous ses acteurs, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Université Saint-Gor d'Alexandrie, les conférences des ministres de l'Éducation et de la Jeunesse, au service d'un enseignement supérieur en phase avec les réalités et les défis de notre monde nouveau, au service d'une éducation de qualité, d'une formation professionnelle et technique tournée vers l'insertion professionnelle et l'emploi. Toutes ces expertises sont désormais rassemblées en un lieu, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, l'IFEF, basé à Dakar. Et puis,
il y a tous ces jeunes et aussi toutes ces femmes qui ne demandent qu'à exprimer la force de leur créativité, leur désir de s'engager, de se dépasser, d'entreprendre. C'est pour elles, pour eux, avec elles et avec eux, que nous déployons notre stratégie jeunesse, notre stratégie numérique, notre stratégie économique. Et dans le cadre de cette stratégie économique, nous avons lancé, voilà un peu plus de 2 ans, un programme de promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes, en créant ou en renforçant des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises dans des filières stratégiques et innovantes, en développant aussi des plateformes d'échange et de bonnes pratiques. Parce que la francophonie, c'est un fabuleux espace d'accomplissement, de modèles de développement, de capacité de faire, de produire, de créer, d'innover et d'inventer. Et vous en faites partie, chers étudiants de l'Université de Mons. Il faut que vous en soyez convaincus. C'est donc à vous aussi que s'adresse la plateforme libresensemble.com, nourrie par les jeunes des 84 États et gouvernements qui portent la francophonie sur les 5 continents, avec pour trait d'union la langue française. Une plateforme qui vous permet de vous exprimer sur les défis auxquels vous êtes confrontés et les solutions que vous mettez de l'avant. Une plateforme qui vous permet d'être libres ensemble, de créer du lien avec ces dizaines de millions d'autres jeunes, animés comme vous, j'en suis sûre, de cette volonté de faire bouger les lignes, de s'engager solidairement pour qu'advienne un monde plus juste, plus démocratique, plus humaniste. La francophonie bat plus que jamais au rythme du cœur de la jeunesse. Et c'est avec vous, avec cette jeunesse, que je souhaite partager l'honneur dont vous m'avez gratifié. À vous toutes et à vous tous, je dis merci. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs les ministres et parlementaires, Monsieur le recteur, cher Monsieur Conti, Mesdames, Messieurs les représentants du corps professoral, Monsieur le président de l'ORE, alors Madame la secrétaire générale l'a dit, elle regrette très sincèrement de ne pas être ici aujourd'hui. Et pour ma part, j'ajouterais très simplement que moi aussi je le regrette. Alors, néanmoins, c'est vraiment un très grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui et c'est un très grand honneur de la représenter. Madame Jean m'a chargé, en complément de la vidéo qu'on vient de voir, de vous faire part de ce qui fait la francophonie aujourd'hui, près de 50 ans après sa création, puisque la francophonie fêtera ses 50 ans en 2020. L'intervention qu'elle me demande de vous présenter va parler des enjeux de l'OIF, de ses défis, mais surtout des rêves des hommes et des femmes pour lesquels la francophonie se bat au quotidien. Alors le fil rouge de la présentation qu'elle a elle-même préparée, ce sera vraiment le mot synergie. Ce mot de synergie, au pluriel, désigne très justement la mise en partage féconde de savoir, de savoir-faire, d'énergie créatrice dont la francophonie institutionnelle, plus que jamais, tire sa force. Parce que la francophonie aujourd'hui, ce sont 84 États et gouvernements membres, répartis sur les 5 continents, on l'a dit, mais ce sont aussi des collectivités territoriales et locales, des entreprises, des acteurs académiques, des populations, tout cela dans un puissant maillage de réseaux qui s'entrecroisent et se rejoignent autour d'objectifs communs. L'OIF travaille sans relâche avec toutes ses forces, et ces forces collaborent dans une vision partagée pour élaborer ensemble des solutions communes. Ces réponses concrètes, cohérentes, concertées, ces bonnes pratiques, eh bien, qui ne demandent qu'à être partagées, c'est ce que Michael Jean appelle la francophonie des solutions. Tellement que chaque fois que se pose un problème, nous avons quelque part une bonne pratique. Nous n'avons pas à réinventer la roue, mais à l'adapter à des chemins de différentes natures. Être partenaire est donc devenu incontournable, tout l'exige. Il n'y a plus de défi local, de menaces locales, la Belgique est bien placée pour le savoir malheureusement, de tragédies locales. Comme il n'y a pas non plus de vraies opportunités de développement sans une ouverture internationale.
Et cela, en ce qui nous concerne au niveau de l'OIF, grâce à la langue française, qui est notre formidable trait d'union. Alors le monde académique est un acteur de premier plan de ces synergies francophones, fructueuses partout dans le monde. On a eu l'occasion de citer l'Agence universitaire de la francophonie, qui en est plus que la preuve, puisque cette agence est une association internationale créée il y a plus de 50 ans, qui regroupe des universités, des grandes écoles, des réseaux universitaires, des centres de recherche, qui utilisent la langue française dans le monde entier, bien au-delà du nombre de membres de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Et à ce jour, l'AUF compte 845 membres dans 111 pays, et elle est donc l'une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Ces dernières années, OIF et AUF ont eu à cœur de renforcer encore davantage l'esprit du faire ensemble. Je parlais de synergie tout au début de l'intervention. Elles ont travaillé ensemble en commun à la formation des enseignants, des étudiants, à une meilleure gouvernance aussi au sein des universités. Elles ont travaillé ensemble à une meilleure insertion professionnelle des diplômés. Elles travaillent aussi, la secrétaire générale l'a dit, à développer des pratiques d'entrepreneuriat de manière à ce que notamment les étudiants puissent bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement de leur projet d'entreprise. Bref, ce sont autant de défis qui font le quotidien de nos deux organisations sœurs. Alors comment pourrait-il en être autrement au vu de ce qui se déploie aujourd'hui? Les statistiques en attestent. La population estudiantine n'a cessé de croître dans le monde ces 15 dernières années. De 100 millions de jeunes étudiants, elle est passée à environ 200 millions il y a peu, dont un bon nombre en francophonie. On peut se réjouir de ce développement, évidemment. Il y a peu, bon nombre de ces jeunes n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur, notamment dans les pays du Sud. Mais les difficultés dues à cette croissance massive, rapide, accélérée, l'AUF en fait le constat, ces difficultés sont de taille. Les moyens sont limités, les formations sont lacunaires, il y a une faiblesse de l'évaluation, il y a une inadéquation de l'offre de formation avec le marché de l'emploi, etc. L'ouverture au monde est donc cruciale pour faire circuler les savoirs, faire circuler les accompagnements au niveau de ces universités. Alors ces coopérations et ces savoirs métissés, c'est énormément d'intelligence en perspective. L'UMONS, Monsieur Conti, Mesdames, Messieurs les vice-recteurs, votre université est un bel exemple, la secrétaire générale l'a dit, à la fois de démocratisation de l'enseignement, mais aussi d'ouverture et de synergie. Alors elle accueille de nombreux étudiants et chercheurs en ses murs, issus d'une quarantaine de nationalités, ai-je lu. Elle inscrit au cœur de son action des collaborations universitaires et scientifiques à l'échelle de la planète, plus de 300 partenariats internationaux, plus de 50 pays sur les 5 continents. Elle développe un enseignement de qualité dans sa province, le Hainaut, une région aux difficultés sociales et économiques connues, et elle lutte par là contre le chômage des jeunes. Elle participe aussi à un programme de cours destiné aux réfugiés et demandeurs d'asile, qui, je dois dire, a énormément touché la secrétaire générale au vu de son parcours, qui permettra à des hommes et à des femmes de se dire qu'ils n'auront pas tout perdu, qu'on leur reconnaît un savoir, une dignité qu'ils pourront utiliser plus tard. Indéniablement, l'UMONS est une alliée de l'OIF et un des vecteurs privilégiés de la francophonie des solutions. Mesdames, Messieurs, l'économie et l'innovation ont aussi fait irruption dans les priorités de notre organisation et de façon encore plus visible depuis qu'en 2014, la francophonie s'est dotée d'une stratégie en la matière. La visée de notre stratégie économique est claire, créer des passerelles, aider à accélérer les facteurs et les conditions pour doper la croissance de nos pays, de tous nos pays, en renforçant les capacités et les compétences, en favorisant à travers des institutions plus fortes, plus efficaces, plus transparentes, un environnement des affaires sécurisé. Et cela implique une action résolue en faveur de l'entrepreneuriat, des TPME et des TPMI, qui sont des moteurs de croissance et d'innovation. Nous nous passionnons à l'OIF aussi pour la valorisation de filières stratégiquement diversifiées, l'activation de chaînes de valeur qui génèrent de la richesse et créent des emplois stables, dignes,
avec une main-d'œuvre que nous voulons toujours plus qualifiée. Madame Jean l'a évoqué, nous déployons et nous soutenons dans 13 pays d'Afrique et de l'océan Indien des dispositifs d'accompagnement de jeunes pousses. En France, vous trouvez toujours le terme anglais, plus tendance, donc des dispositifs d'accompagnement de start-up. Alors l'espace francophone, on ne le dit pas assez, et l'OIF le rappelle constamment, c'est un marché de plus de 800 millions d'habitants, si l'on s'en tient aux pays membres, sans compter les pays observateurs. Je l'ai déjà dit, nous sommes sur les 5 continents, et ces synergies qui se nouent d'abord grâce à la langue partagée, la langue française qui est 3e langue des affaires dans le monde, formidable levier de toute l'action de la francophonie. Combien d'opportunités à saisir donc? Mais nous pouvons faire mieux. Il faut en effet plus de mobilité pour les entrepreneurs, pour plus de rencontres et plus d'alliances. Et cette question de la mobilité, elle est cruciale, car les obstacles qui freinent les entrepreneurs du Sud créent un réel déficit. On y perd tous, là où il y aurait tellement d'opportunités et d'occasions de partenariat gagnant-gagnant. Et je dirais qu'au niveau universitaire, la question de la mobilité également est un point d'achoppement régulièrement. Cette stratégie économique pour la francophonie ne pourra se réaliser pleinement sans une éducation et une formation professionnelle de qualité de tous nos jeunes et tout au long de la vie. Le rôle de l'OIF dans le domaine de l'éducation n'a cessé de se consolider au fil des années et va prendre un nouveau tournant avec l'IFEF, dont Madame Jean a parlé, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, qu'elle aura l'occasion d'inaugurer dans une semaine à Dakar. L'IFEF rassemble tout ce qui s'accomplit dans l'espace francophone en matière d'éducation, de formation, d'innovation. Elle travaillera avec l'Agence universitaire de la francophonie que je viens d'évoquer. Et l'IFEF a également l'appui de partenaires internationaux, en ce compris la Banque mondiale, le Partenariat mondial pour l'éducation et plusieurs agences de coopération, dont l'Agence française de développement. Je citerai aussi le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce projet, ainsi que le soutien de la Suisse. Le but de l'IFEF, c'est d'accompagner les pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes novateurs d'éducation et de formation pour tendre vers l'excellence. L'IFEF mettra aussi en œuvre un dispositif d'enseignement massif du et en français, dont l'objectif principal est la formation de plus de 100 000 professeurs et cadres. Dans le domaine de l'enseignement de la langue française, un tout petit résumé de ce qu'on a déjà à notre actif. Le programme IFADEM, Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, utilise le numérique pour diffuser de nouvelles approches pédagogiques plus performantes. Plus de 14 000 enseignants ont été formés ces 6 dernières années grâce à ce programme. Le programme Élan aussi est un dispositif qui favorise l'enseignement bilingue, puisque vous savez comme moi que la francophonie, c'est le français, mais c'est un terreau de langue énorme également. Alors tous ces programmes seront désormais gérés par l'IFEF, je l'ai dit, et il y a urgence pour les pays de la francophonie, où en raison d'une démographie galopante, plus de la moitié de la population, parfois entre 60 et 70%, a moins de 30 ans. Le drame est que dans bien des cas, 80% de ces jeunes sont au chômage. Alors toujours en ligne de mire, ce souhait de développement partagé, synergie donc. La jeunesse, et j'en terminerai par là, est au centre de l'action de l'OIF dans tous les domaines. C'est pour les jeunes que nous avons créé l'initiative Libre Ensemble, ce vaste réseau de paroles et d'actions dans tous les pays de l'espace francophone qui n'ont d'autre aspiration que de redessiner le monde à l'image de leurs idéaux et de leurs rêves. C'est leur force de vie lumineuse que nous voulons mettre en relief, l'imagination dont ils font preuve en mettant en place des actions innovantes pour créer du lien social et citoyen au sein de leur communauté. Nous accompagnons aussi certaines des actions de ces jeunes à travers le site de financement participatif Finance Ensemble pour soutenir la pérennisation de leurs initiatives constructives. Alors oui, la francophonie, avec ses projets de manière générale et les projets jeunes en particulier,
intervient dans la lutte contre la radicalisation et contre les extrémismes violents. Un combat qui, comme tous les autres combats que mène l'OIF, a des recours à des armes particulières, celles que Madame Jean aime appeler des armes de construction massive. L'éducation, la formation, la culture, l'investissement dans ce capital humain inestimable que sont les jeunes, qui constituent plus de 60% de la population de nos pays. Alors, quel formidable vivier! Je pense que le représentant des étudiants en a parlé, mais tous en filigrane dans vos discours, vous en avez parlé aussi. Quel formidable vivier que ces jeunes, et puis quelle formidable opportunité que cette francophonie. Merci pour cette très belle présentation, Monsieur le Premier vice-recteur. Comment ne pas répondre à la soif de connaissance de ces jeunes, à leur soif d'ouverture au monde? Comment ne pas être à la hauteur de cette promesse d'intelligence croisée, métissée, par ces temps tourmentés de repli sur soi et d'appel à la haine? Il est bon de rappeler que la jeunesse francophone est brillante, créative, férue d'innovation. Battons-nous pour lui permettre d'assurer la relève dignement et dans le respect des valeurs qui font notre humanité commune. Au nom de Madame la Secrétaire Générale, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle année académique. Je n'ai encore rien dit. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors pêle-mêle, hein, ambassadeur, secrétaire perpétuel, bourgmestre éternel. Ah, on m'a dit qu'il est parti. Oh bon. Président, avec vos titres et qualités, et défauts sûrement comme tout le monde. Monsieur le recteur, madame les messieurs les ministres, anciens ministres, nouveaux ministres, futurs ex-ministres, cher public, Montois, Montoise, Toutou, Baudou, Mondou, Montois, francophone, Bruno Coppens vous dit bonjour. Bon alors, j'étais pas prévu dans le programme, on m'a rajouté. Il paraît qu'il fallait faire des surprises dans la soirée. Généralement, on met un gros gâteau, une pin-up qui sort de là, mais voilà, c'est moi. Bref, peut-être que j'étais moins cher que la pin-up. Alors, je suis très heureux de participer à cette cérémonie inaugurale à Mons, à Humons même. J'ai du mal à dire à Humons, c'est pas très joli. Hein. Moi, je dirais plutôt à Lumons. Voilà, c'est plus fluide. D'ailleurs, ça correspond mieux parce qu'en ce jour de rentrée académique, nous allumons les esprits, nous allumons de l'espoir, nous allumons nos cerveaux pour ceux qui en ont. Et puis, je suis heureux, car on dit souvent que c'est Bruges, la Venise du Nord, mais aujourd'hui, non. C'est Mons, la Venise du Nord, dans ce bel auditoire, transformé en magnifique palais des Toges que nous avons vu aujourd'hui. Alors, qui dit... Merci pour eux, merci pour eux. Il y a peu de Toges, finalement, hein? Ça vous plaît comme ça, en robe, tout ça, c'est très mode, hein, ça, le transgenre, vrai. Donc, qui dit rentrée académique, bien sûr, dit année scolaire, dit bulletin. Et là, c'est une rentrée assez spéciale pour certains élèves cette année. Le petit Jean-Luc, que je ne vois pas. Jean-Luc Cruc est parti. Bon, Jean-Luc est passé dans une classe supérieure durant l'été. Pistonné, on le sent. Il n'est pas là, mais il est remplacé par Georges-Louis Boucher, qui est toujours là où il peut être vu. Qui l'eût cru? Et puis, nous avons deux autres élèves de la classe de l'an dernier, le petit Elio et le petit Paul, qui ont dû quitter leur classe précipitamment. Le 19 juin, sans même prendre leur cartable, rien, sans même pouvoir demander un recours. C'est un peu difficile pour eux. On raconte qu'Elio, pour s'éloigner un peu de la tempête, a été souvent à Paradise regarder les pandas. C'est vrai que Xingui et Ao
non, c'est pas un cri d'orgasme, madame, hein, c'est le nom de la femelle panda, sont des êtres doux et gentils qui ne peuvent rien lui reprocher. Et puis le bébé panda, c'est quand même formidable. Quand on voit le nombre de touristes qui viennent à cause de ce bébé, je suis sûr qu'Elio aurait voulu qu'il y ait plus de pandas, mais Paul lui a dit non, 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 tu dois être contre le cumul des pandas. Et n'importe quoi. Et puis Paul, l'élève Paul Magnette, à qui on a tous pensé récemment, puisque le CETA a été en partie signé récemment, mais pas tout, hein, on peut encore un petit peu résister. Paul qui restera pour l'éternité l'homme qui a dit non. Faut dire, pas compliqué pour lui, puisque dans Magnette, il y a déjà Niette. Bon. Et c'est ce Niette qui a permis au monde entier, l'an dernier, de découvrir où était la Wallonie sur une carte du monde. Paul Magnette, en fait, c'est Lovely Planet. En disant non, dans le monde entier, il est devenu du jour au lendemain le Che Guevara des terrils. Et comme tout Che Guevara qui se respecte, il a attiré beaucoup de vocations. Le champ magnétique attire énormément. Les Indiens, les Inuits, les défenseurs des phoques en Alaska, tous les lésés de la Terre, un melting pot qui trouvait enfin en Magnette celui qui allait mener leur combat. On a vu fleurir, comme pour Che Guevara, on a vu fleurir des t-shirts à l'effigie de Paul, des chaussettes, des badges, des pins, des strings, des mugs, même des boulangeries Paul, partout, ici et au Québec, évidemment. Eh bien, c'est à lui qu'on doit tout ça. C'est à Paul, c'est à le CETA, nous d'écrire ce traité. Et j'aimerais partir de ce CETA justement pour parler de la francophonie. Le CETA me réjouit, non pas sur le plan commercial, écologique et économique, c'est une catastrophe, mais pour les relations entre le Canada, le Québec et les francophones, c'est fantastique. Il y aura plus de relations, bien sûr, entre le Québec et nous. Alors que je préparais ma venue à Lumons aujourd'hui, je me suis dit que j'allais écrire à Justin Trudeau pour demander de nous adresser à nous une lettre, à nous tous francophones, en ce jour de rentrée académique, afin de parler de sa francophonie. Il a répondu et j'ai ici ce courrier. Et j'avoue ne pas avoir été déçu. Cette lettre est très québécoise. Il salue les cousins que nous sommes tous. Et c'est surtout une lettre truffée de bons conseils pour ceux qui veulent préserver la langue française et surtout la propager. Voici donc la lettre de Justin Trudeau. Avec l'accent. Je suis ben content de jaser avec vous autres. Moi, c'est Justin Trudeau. Tu sais, on est tous pareils. Toi puis moi, on adore la langue française. J'ai moi-même enseigné la langue française. C'est notre mère à tous nous autres, et quand je l'entends, je capote en maudit. Mais là, moi, je voulais savoir, parce que nous autres ici, on a les anglophones, mais vous autres, avec les flamandophones, comment tu débrouilles-tu? Moi, j'ai déjà ben de la misère avec mes propres enfants qui sont biberonnés aux vidéoclips débiles de Justin Bieber, de Justin Timberlake, de Justin Abrutissement. Mes enfants, ils causent toute la journée en anglais, jamais en langue française. Ils écoutent pas Céline Dion. J'ai Fred dans mon cœur. On est dans la marde. Ça me ferait capoter que demain, Linda Lemay, il n'y a plus personne qui l'écoute. Je veux que mes enfants parlent en anglais, mais qu'ils tombent aussi en amour devant les vinyles de Félix Leclerc. Et là, ça me donne envie de crisser « Calice tabernacle, mais vous autres, en Belgique, j'ai vu dans votre pays que tu as plein de mots en anglais, comme GSM. Pour votre téléphone, là, nous, on dit cellulaire. En Suisse, c'est Natel. En France, c'est mobile. Mais vous autres, GSM, pourquoi tu prends un mot en anglais? Est-ce que tu sens qu'avec un mot en français, le flamandophone, il va péter des bretelles? C'est tannant, parce que tu ne peux pas placoter comme tu as envie. GSM, c'est ni francophone, ni néerlandophone, ni flamandophone. Au final, personne n'est content. Et c'est ça que, du coup, tout le monde est heureux en Belgique. C'est ça, la Belgique. 10 millions de gens contents parce qu'il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. C'est pas une vie, ça. Moi, je suis là pour te dire à tous autres, les francophones, faites gaffe, parce que l'anglais, il va tout envahir. C'est comme une bibite qui te pique de partout. Qui pique de partout. À un moment, tu ne sens plus rien.
Alors, moi, je vous le dis, francophone, crée-moi, pas, il faut upgrader ton français. Et ça, c'est facile. D'abord, tu vas checker tous les mots anglish dans ton speech. Tu les fuck et tu les switch en français pour pas que ce langue-là, il split. Tu comprends-tu? C'est ça le deal. Qu'il n'y ait plus une trace d'anglish dans tes mots. Puis après, toi et moi, on va triper un max. Et surtout, on va chanter. On va chanter les uns avec les autres. On va danser les uns contre les autres. Et au bout du compte, on se rend compte qu'on est vraiment tout seul au monde. Merci beaucoup, c'était Justin Trudeau.
Bien, permettez-moi pour clôturer cette rentrée de vous remercier, Madame Essefiani, pour votre exposé et votre présence parmi nous. Merci aussi aux différents orateurs du jour pour leur contribution. Et merci aussi à toutes les personnes qui, dans l'ombre, ont contribué à la préparation de cette cérémonie. Je sais qu'elles sont nombreuses. Je tiens à les féliciter parce que l'organisation était parfaite. Je ne peux les citer tous, mais je suis sûr qu'elles se reconnaîtront au sein du service audiovisuel, du service logistique, du service de nettoyage et bien sûr du service communication et relations publiques. Merci aussi à vous, chers amis, pour votre présence. Et en vous invitant à partager le verre de l'amitié, permettez-moi de clôturer cette séance de rentrée et donc de déclarer ouverte l'année académique 2017-2018. Oui, rassurez-vous, c'est pas moi, mais il y a une surprise. C'est vous? Le gâteau? Bonjour. 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 On nous a dit que vous étiez amateur d'opéra. Ah. Non. Italien, j'espère. Toujours italien, en sachant que les plus grands ont été, à partir de Caruso, Wunderlich, mettons Pavarotti, le plus grand. Hein? On va essayer de vous faire rappeler tous ces bons ténors qui ont existé sur notre terre en ayant des enseignements dans l'université de Mons, dans la Belgique, à des très bons conservatoires. On va essayer de vous donner quelque chose de bon. Oui, je dois simplement préciser que c'est vraiment une surprise. Parce que, disons, comme j'en suis à ma dernière rentrée académique, depuis 12 ans, je me suis laissé aller à râler en disant « Bon Dieu, j'aime bien l'opéra italien. Jamais je n'ai réussi à fourguer un chanteur d'opéra italien aux rentrées académiques. » Et donc, je vous en prie. Rigoletto Verdi. La donna immobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile, leggiadro avviso, di pianto il riso è menzognero. La donna immobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero, e di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi lui confida qual cauto il cuore, sembra innocente sì, già pieno, chi su quel seno non libbi amore. La donna immobile, qua più mal vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero, e di pensiero.
faites déjà la remontée? On la monte, ok, je vais commencer à enlever le câble. Qu'est-ce qu'on démonte aujourd'hui? Pour moi, tu peux juste démonter le boîtier et récupérer le PC.